La France a grelotté pendant le week-end. Il tombe de la neige sur la Côte d'Azur et la Corse. La météo annonce un adoucissement général, déjà sensible d'ailleurs dans la moitié nord du pays. « 18 ministres réunis à Bruxelles pour tenter d'adopter une attitude européenne face à deux grandes préoccupations, la montée des prix et la crise de l'énergie. Le dernier des 5 grands prix littéraires de fin d'année au journaliste Lucien Baudard. Il vient de recevoir l'Interallié pour son roman Monsieur le Consul. Le bilan du week-end politique en Parti Magazine tout à l'heure avec deux invités, Robert Fabre des Radicaux de Gauche et Jacques Barrot du Centre Démocratie et Progrès. Et puis n'oubliez pas, c'est le dernier jour pour acheter la vignette auto. Passé minuit ce soir, les retardataires seront pénalisés de 10%. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Il fallait avoir un certain courage ce matin pour s'arracher à la tiédeur des draps et pour se lancer dehors dans le froid. Il est vrai que les rigueurs de ce début de décembre ne sont pas les mêmes pour tous, sont à plaindre en priorité les habitants de Luxeuil dans l'Est. C'était ce matin la ville la plus froide de France avec moins 22 degrés. Encore que, je viens d'apprendre qu'à Mout, dans le Haut-Doubs, la température est descendue au petit matin à moins 27 degrés 7. Je ne crois pas que quelque ville que ce soit en France puisse dire mieux. Et vous allez voir sur cette carte des températures qu'il n'y a pas de petits vénards. Partout dans le pays, il fait froid. Moins 15 à Grenoble, moins 10 à Limoges, moins 7 à Paris et moins 2 à Nice. Plus exactement, moins 2 degrés 7. La précision est utile car c'est un record absolu. Jamais il n'avait fait aussi froid sur la promenade des Anglais en décembre depuis qu'on prend le soin de relever les températures, c'est-à-dire depuis 1946. Cela dit, l'image la plus extraordinaire de ce week-end de grand froid, on a pu la voir sur l'autoroute Marseille-Aix. 400 voitures y sont restées bloquées par la neige, une bonne partie de la nuit dernière, et ce n'était pas un canular. Ce n'est pas un canular en effet. Les automobilistes marseillais ne sont pas prêts d'oublier ce 2 décembre. Mais c'est dans l'Est qu'il a fait et qu'il fait toujours le plus froid. À Nancy et dans la région, des froids sibériens ont été enregistrés. Dans de nombreux villages de l'Alsace et de la Lorraine, il a fait moins 20 degrés. Dans le Doubs, moins 25 même, à Mout. À Sarreguemines, le froid a tué. 2 septuagénaires sont morts. L'un a été frappé d'une congestion, l'autre a succombé dans son logement non chauffé. Enfin, un homme de 40 ans a été retrouvé mort dans la neige. Les canaux sont gelés dans toute la région de l'Est, où dans certains villages, on n'est guère sorti. Dans le centre, dans la région du Mont d'Or, il a neigé partout. La bourrasque a sévi, des congères se sont formées. Le thermomètre est descendu à moins 10 degrés un peu partout. En Lozère, c'est 40 cm de neige qui sont tombés, tandis que sur l'ensemble de la Provence, notamment dans la région de Martigues et d'Arles, entre Marseille et Aubagne, la neige tenait très bien dans la campagne, ce qui a fait le bonheur des enfants, alors qu'elle fondait dans les villes. Des trains ont été bloqués. En Corse, au-dessus de 600 mètres, la neige est tombée sur l'ensemble de l'île, 4 cols sont fermés. Dans l'Yonne, une brusque et abondante averse de neige a surpris plus d'un automobiliste, ce qui a provoqué des carambolages. À Paris, il fait froid, mais à l'étranger, on grelotte aussi. Les Suisses et les Italiens gèlent, les Anglais sont bons seconds avec moins 16 devant les Allemands qui détiennent la palme avec moins 25 un peu partout. Si vous habitez le Bordelais, le Limousin, le Morvan ou la Franche-Comté, soyez très prudents demain sur les routes et sur les trottoirs. La météo est formelle, les automobilistes et les piétons vont devoir compter avec le verglas. Dans ces régions, en effet, il va continuer à faire froid. Un adoucissement des températures ne sera vraiment sensible qu'à partir de mercredi. En revanche, dans le sud, dès demain matin, il va faire un peu moins froid, mais là, prévoyez encore des gelées. C'est dans le nord, la Bretagne, la Normandie, le bassin parisien et l'Orléanais que le temps commence déjà à s'améliorer, vous avez pu vous en apercevoir si vous habitez ces régions. Il tombait de la neige ce matin sur Paris, des petits flocons, coïncidant avec un réchauffement progressif des températures. En résumé, après cette entrée en force et avant l'heure de l'hiver, la météo annonce une stabilisation du temps mercredi dans l'ensemble du pays, avec des températures, disons, plus acceptables.
comité de l'Europe des Neuf qui commencera cet après-midi à Bruxelles. Les ministres des Finances traiteront de la hausse des prix et les ministres des Affaires étrangères de la politique régionale, certes, mais surtout de la crise du pétrole. Ces deux réunions permettront sans doute de déblayer le terrain avant le sommet de Copenhague qui réunira dans moins de 2 semaines les 9 chefs d'État et de gouvernement de l'Europe des Neuf. Premier problème donc, la hausse des prix. Comment réussir à trouver en commun une riposte contre une inflation qui frappe à des degrés différents les 9 pays membres, même si elle constitue partout le fléau numéro 1, c'est le problème difficile qui attend les ministres des Finances. Avant demain soir, ils devront définir un cadre, un schéma d'ensemble, tête de chapitre, la politique budgétaire, l'action sur le crédit, l'épargne, la fiscalité et les revenus. Chaque pays membre pourra ensuite puiser dans cette panoplie pour définir ses propres mesures. Le gouvernement français, vous le savez, le fera aussitôt, puisque dès mercredi, il rendra public les nouvelles mesures anti-hausse. Mais il faut bien le constater, la tâche des ministres des Finances ne sera pas facile. Il leur faut en effet lutter contre l'inflation et chercher à éviter le chômage à un moment où, justement, la crise du pétrole ouvre des perspectives plutôt pessimistes en matière d'emploi. Juguler la hausse des prix alors que tout laisse prévoir un ralentissement économique général, c'est un peu, il faut le reconnaître, la quadrature du cercle. Jamais en tout cas les problèmes de l'inflation et de l'énergie n'auront été autant liés. D'ailleurs, au même moment, à Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères parleront de la crise de l'énergie, du pétrole, bien sûr, mais aussi de la définition d'une politique commune à moyen et à long terme. C'est donc dans un climat d'inquiétude dû à la pénurie de pétrole que commencent ces deux réunions. Néanmoins, si les 9 ministres des Finances arrivent à s'entendre pour lutter en commun contre la hausse des prix, si au même moment les ministres des Affaires étrangères débroussaillent avec efficacité le terrain pour le sommet de Copenhague, on pourra dire, je crois, que cette grande quinzaine de vérités pour l'Europe pourrait prendre un bon départ. Les Italiens se sont souvenus hier de Faustocopie, de Gino Bartali et autres Felice Gimondi pour leur premier dimanche sans voiture. Seuls les autobus, les taxis et les services d'urgence avaient le droit de circuler. Au total, 350 000 véhicules dans les rues et sur les routes, le 40e du parc automobile italien. Bravant la pluie et la sécheresse des pompes à essence, 80 000 tifosi ont quand même fait le voyage de Rome pour assister au match de football entre Rome et Naples. Voyage pénible pour les Napolitains, leur équipe a été battue. Dimanche difficile et coûteux aussi pour le millier d'irréductibles verbalisés par la police, avec une mention spéciale pour la Calabre où l'on a enregistré 146 infractions. Mais les Italiens ont été sensibles aux gestes des ambassadeurs arabes qui, par solidarité, n'ont pas sorti hier leur grosse berline du garage. Grève aujourd'hui des instituteurs de la région parisienne. Ils protestent contre des retards de paiement. Certains auxiliaires n'ont touché depuis la rentrée qu'une avance de 1 300 francs. Selon le syndicat national des instituteurs, la grève est suivie à 85% et 2 écoles maternelles et primaires sur 3 sont complètement fermées. Les chiffres fournis au rectorat de Paris sont moins élevés. Ils indiquent 55% de grévistes. Pour l'instant, la grève continue dans les cimenteries, mais il y a une lueur d'espoir. Les syndicats reprennent les négociations cet après-midi à 15 h. Cette grève, déclenchée le 16 novembre, bloque 70% de la production, de nombreux chantiers sont arrêtés et 500 000 ouvriers du bâtiment risquent le chômage technique dès cette semaine. Respire les citadins est constamment analysé dans les villes afin de déterminer sa teneur en différentes matières toxiques pour l'homme et susceptibles de provoquer des malaises ou de favoriser des maladies. Dans Paris même se trouvent 11 points fixes d'analyse de l'air fonctionnant nuit et jour et dont les enregistrements sont régulièrement relevés. Voici l'inspection de celui placé face à Saint-Pierre-de-Montrouge, l'un des carrefours les plus pollués de Paris. L'air ambiant est capté à 1,60 m du sol, hauteur supposée correspondre à un piéton de taille moyenne. Cet espion scientifique analyse la teneur en monoxyde de carbone, qui est, de loin, le produit toxique le plus répandu dans l'atmosphère. À l'extrémité de cette sorte de trompe,
Une pastille de papier permettra de calculer la concentration en plomb de l'air respiré par les piétons et les automobilistes. Nous la retrouverons d'ailleurs tout à l'heure. À l'heure actuelle, la situation de la pollution se présente d'une façon assez curieuse pour le monoxyde de carbone. Après avoir très sensiblement diminué au cours des dernières années, sa concentration a augmenté dans l'air, sans dépasser toutefois, sauf pendant 0,9% du temps observé, la norme moyenne de qualité de l'air ambiant. Nous retrouvons notre filtre destiné au plomb au laboratoire central de la préfecture de police. Résultat des analyses, les teneurs moyennes en plomb de l'atmosphère de Paris sont du même ordre de grandeur que celles décelées en 1971. Il n'y a pas d'augmentation sensible. Les plus faibles teneurs en plomb sont enregistrées en juillet, août et septembre, c'est-à-dire pendant les mois de vacances où il y a moins de voitures dans les rues. Dans ce même laboratoire sont réalisés d'autres examens de l'air ambiant captés par différentes bouches d'aspiration rue de Dantzig même. Ces analyses sont bien entendu liées à l'enregistrement des conditions météorologiques. Un simple coup de vent, une modification de sa vitesse peuvent modifier la teneur de l'air ambiant en des produits toxiques déterminés. On pense d'ailleurs que ce sont ces conditions météorologiques particulières qui ont pu, entre autres éléments, expliquer la baisse spectaculaire du monoxyde de carbone enregistrée ces dernières années à Paris. Cette baisse pourrait continuer si toutes les sources de pollution, chaufferies, usines et tuyaux d'échappement des voitures étaient munis de dispositifs de filtrage. Quel est exactement le danger de cette pollution atmosphérique pour l'homme? Dans l'état actuel des recherches, il est extrêmement difficile de le dire. Le seul fait qui paraît acquis pour l'intoxication par le monoxyde de carbone et sa répercussion sur le sang humain, c'est que les individus qui fument sont plus menacés que ceux qui ne fument pas à durée d'exposition égale dans une rue particulièrement polluée. Jérusalem est en deuil. Malgré la pluie fine qui tombe sur la ville, 200 000 personnes au moins, dont les blessés de la guerre du Yom Kippour, sont déjà venus rendre un dernier hommage à David Ben Gourion, dont le cercueil repose sur un catafalque dressé sur l'esplanade de la Knesset. Une minute de silence a été observée ce matin en Israël à la mémoire de celui que la presse israélienne appelle le père de la nation, ou plus familièrement le vieux. Une délégation française est arrivée hier soir à Tel Aviv pour représenter la France. Elle est menée par M. André Bettencourt, ancien ministre. Rude coup porté ce matin à l'économie et à l'effort militaire des Sud-Vietnamiens. Le dépôt de pétrole de Nha Be, à une dizaine de kilomètres de Saïgon, a reçu 49 obus lancés par les Viet Cong, anéantissant environ 50% des réserves en pétrole du pays, menaçant ainsi de paralyser en partie du moins l'armée et l'aviation sud-vietnamienne. D'autant plus que les 3 grandes compagnies pétrolières travaillant au Sud-Vietnam ont coupé les livraisons de carburant militaire en raison de l'embargo arabe contre les États-Unis. Le Premier ministre britannique vient de rendre hommage aux qualités de négociateur de M. William Whitelaw, qualité qui avait abouti à la délicate mise sur pied d'un exécutif pour l'Irlande du Nord. En effet, M. Edward Heath a procédé à un remaniement ministériel et a donné à M. Whitelaw le portefeuille de l'emploi. Rude tâche pour ce négociateur de talent en raison des conflits sociaux en Angleterre. Grève perlée des mineurs, grève partielle des électriciens, menace de grève chez les cheminots et d'une façon générale dans la plupart des industries anglaises. « 25 millions de Français partent en vacances, 4,5 millions d'entre eux les passent à l'étranger. 6% seulement choisissent des vacances délivrées de tout souci d'organisation. Ils ont recours aux agences de voyage, dont les représentants du monde entier viennent de se réunir à Abidjan. Les cracks financiers de certaines associations, animées par des gens peu scrupuleux, ont largement contribué à détériorer la réputation des honnêtes professionnels. En France, un nouveau texte va réglementer cette profession. L'image de marque a souvent été entachée, à notre avis, à tort, car il y a confusion, et j'admets que c'est très difficile pour un client de discerner s'il a affaire à une agence de voyage qui présente toutes les garanties de technicité et de garanties financières, d'associations ou de soi-disant associations de tourisme qui ne sont au fond que des officines clandestines ou de mauvais agents de voyage qui veulent se dérober à la réglementation.
Le Français, c'est bien connu, n'est pas un grand voyageur. La diversité de son pays, les nombreuses possibilités de tourisme, hiver comme été, ne l'avaient pas beaucoup incité jusqu'ici à franchir ses frontières. Cet état d'esprit est en train de changer et les jeunes découvrent le monde des charters, des associations et des agences de voyage. Il a également la possibilité de fournir, outre ses moyens de transport à ses clients, des réservations d'hôtels, des locations de voitures. Et un autre rôle qui s'affirme de plus en plus dans le marché des vacances, dans cette civilisation de loisirs, consiste soit à fabriquer des voyages, soit à vendre des voyages. Détail d'importance, le touriste achète son billet chez un agent de voyage au même prix qu'il le paie au guichet d'une compagnie. 550 agences en France sont réparties sur 2000 points de vente. La clientèle reconnaît qu'elle se délivre de tout souci. Le 30 novembre à 12h45. Où alliez-vous là en l'occurrence? À Bâton Rouge. Ça se trouve où ça? Nouvelle-Orléans. Comment fait-on pour aller de Paris à Bâton Rouge? Ah oui, on s'arrête à New York, mais j'avais plusieurs options, soit coucher à New York, soit coucher à la Nouvelle-Orléans, parce qu'on ne peut pas le faire en une seule journée. J'ai pris l'option coucher à New York. Et c'est celle que vous a suggéré votre agent de voyage? Elle m'a proposé le choix. La profession est à la veille d'une mutation. La crise qui touche actuellement l'industrie du voyage aérien n'aura probablement pas grande conséquence sur les prix pratiqués par les agents de voyage. Cela est dû à la part qu'occupe le prix du carburant dans celui du billet d'avion. Oui, c'est bien. Pour moi, 66. Commissaire, là. Pas plus près, monsieur, ça va. Le 39e prix interallié vient d'être attribué au premier tour à l'unanimité à Lusquin Bodard pour Monsieur le Consul. Suivant la tradition, notre lauréat de l'année précédente, Georges Walter, a voté par correspondance. Un week-end qui a été riche en rassemblements politiques, les plus en vue ayant été ceux des radicaux de gauche et du centre démocratie et progrès. Ces deux partis ont ceci en commun d'être numériquement les moins importants au sein du grand mouvement auquel ils appartiennent. Mais les radicaux de gauche d'un côté, les centres démocratie et progrès de l'autre, ont clairement réaffirmé hier qu'ils n'entendaient pas être les parents pauvres de la gauche et de la majorité. En direct sur ce plateau, pour les radicaux de gauche, le président Robert Fabre, et pour le CDP, le secrétaire général Jacques Barrot. Joseph Poly, François Bonnemain, c'est à vous. Oui, vos amis, pendant le week-end, ont tenu à se démarquer, comme l'on dit, par rapport à vos partenaires. Vos partenaires, je le rappelle, M. Fabre, au sein du mouvement de la gauche, ce sont les communistes et les socialistes, et vous, Jacques Barrot, c'est l'UDR, et ce sont les républicains indépendants. Et Jacques Barrot, vous avez même dit à un moment donné, cette majorité n'existerait pas sans nous. Alors moi, je voudrais vous poser d'abord une question à tous les deux, jusqu'à présent. Quelle a été votre influence, vous, au sein de la majorité, et même du gouvernement, et vous, au sein de l'Union de la gauche? Jacques Barrot, d'abord. Eh bien, lorsque nous sommes rentrés dans cette majorité, effectivement, nous y apportions des idées, dans la mesure où elle s'assouplissait, où elle acceptait effectivement une ouverture sociale, une ouverture européenne. Je crois que nous avons bien travaillé, et je vais prendre quelques exemples rapides. Par exemple, une réforme qui intéresse tous les Français, M. Poly, celle de l'éducation nationale. Est-ce que vous croyez que c'est par hasard qu'il y a une large consultation des Français, que on s'efforce vraiment de faire cela démocratiquement? Je pense que c'est lié à la présence de Joseph Fontanet, l'un des nôtres. Vous faites allusion au colloque sur l'éducation nationale. Je pense en particulier, car ce problème de consulter les Français n'est pas uniquement lié à cela, mais je crois que là, nous donnons un exemple. Nous en donnons d'autres. Si aujourd'hui, la politique du président de la République et du gouvernement s'oriente résolument vers la construction européenne, c'est peut-être parce que nous avons pesé. Je dirais que c'est sûrement parce que nous avons pesé. Et si le budget 1974 a quand même fait sa place aux équipements collectifs, aux routes, aux téléphones, etc., eh bien, c'est parce que nous avons mené sur ce plan-là un vrai combat. Très bien. Et vous, M. Fabre?
Je ne veux pas entrer dans une controverse avec Jacques Barrot sur le rôle que sa formation peut jouer pour infléchir le gouvernement, car là-dessus nous pourrions aller très loin. Et je voudrais, puisque vous m'y avez invité, dire ce que, de leur côté, les radicaux de gauche peuvent faire et ont fait déjà pour élargir l'union de la gauche. En effet, nous avons approuvé le programme commun de gouvernement, où nous avons fait ajouter une annexe dans laquelle nous précisions ce que nous avons appelé l'éclairage radical, à savoir notre attachement à l'initiative privée, à la petite et moyenne entreprise, aux libertés bien sûr. Et je crois qu'à l'heure actuelle, le pas en avant que nous avons fait, c'est que nos partenaires, qui nous reconnaissent comme étant un mouvement autonome, sans quoi bien sûr nous ne serions pas à leur côté, nos partenaires admettent que nous puissions introduire dans ce programme commun un certain nombre d'enrichissements, de modifications qui lui permettront de s'adapter aux conditions de la vie moderne. Et je crois que là, le radicalisme, qui est rénové dans notre parti, notre formation par son congrès, a bien montré hier qu'elle était véritablement l'authentique radicalisme, pourra modifier dans le sens d'un élargissement l'union de la gauche jusqu'à ce qu'elle devienne victorieuse parce que majoritaire, en grande partie grâce à nous. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit peu une contradiction entre votre demande de plus grande autonomie et le souhait que vous faites d'être intégré un peu plus à l'union de la gauche? Nous ne souhaitons pas d'être intégrés un peu plus à l'union de la gauche. Les liens qui nous lient déjà au Parti socialiste, qui sont à travers l'union de la gauche socialiste et démocrate plus serrés qu'avec le Parti communiste, ces liens sont l'accord sur un programme commun de gouvernement. Et une fois cet accord fait, eh bien chacun garde son autonomie et son indépendance. Et du reste, aussi bien Georges Marchais que François Mitterrand sont venus nous le dire. Et ce que notre congrès a proclamé pendant 48 heures, c'était notre désir de rester ce que nous sommes. Et cette indépendance, je crois qu'elle est reconnue par nos partenaires. Il n'y a donc pas d'intégration supplémentaire. Je dirais même qu'au contraire, il est admis que nous puissions beaucoup apporter en restant nous-mêmes. Monsieur Barrot, à Nantes, vos partenaires de l'UDR se sont montrés très sociaux. Ils ont même été assez loin dans leurs propositions. C'est ainsi que, par exemple, on a entendu applaudir la cogestion. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que hier, vous avez annoncé que vous alliez mettre au point, que vous avez déjà mis au point une méthode pour un projet social. Mais vous n'avez pas encore défini ce projet social. Alors, qu'en pensez-vous? Eh bien, qu'à Nantes, il y ait eu des propositions réformistes, je ne peux que m'en réjouir, Monsieur Poli. Et je ne peux que dire ici, avec, vous le savez, cet esprit de tolérance qui doit nous caractériser, que nous sommes là pour appuyer toute initiative qui va dans le sens de la réforme. Et si hier nous avons pris justement comme thème l'idée d'un projet social pour les Français, c'est parce que nous voulons mobiliser notre énergie sur ce plan social. Et notre souci, évidemment, c'est de passer des idées aux actes. C'est d'être des réalistes dans la mesure où nous voulons que ce projet social passe dans les faits. Et lorsque nous avons lancé un certain nombre d'idées sur le budget social, sur l'entreprise, car nous avons aussi abordé ce problème, eh bien je crois que dans la majorité, nous avons conforté ces initiatives réformistes, et je crois que c'est bien notre rôle premier, c'est d'être le garant de ce qui peut être réformiste au vrai sens du terme, et de faire que ça passe dans les faits. Tolérance, qu'est-ce que vous entendez par tolérance? Ah, je crois que c'est probablement une de nos marques originales. C'est de faire que dans ce pays, d'abord, les Français s'écoutent, se comprennent, Monsieur Poli, qu'il n'y ait pas des œillères, qu'il n'y ait pas, vous permettez l'expression, des boules cuyesses, que les Français puissent se rencontrer. Je suis heureux que Robert Fabre soit là, car je crois qu'il y a aussi un dialogue avec l'opposition, et j'y tiens personnellement à ce dialogue avec l'opposition. Alors, c'est ça la tolérance, c'est accepter de pouvoir discuter, de savoir que l'on peut tirer quelque chose pour le pays, et que on n'accepte pas d'être dans des formations politiques complètement bloquées, figées, mais que l'ouverture, c'est une réalité que l'on pratique dans le dialogue de tous les jours. C'est aussi votre avis? J'ai entendu avec intérêt mon collègue Barrot dire qu'il était pour une très large tolérance et pour un dialogue avec l'opposition. Je regrette que dans ce domaine, il n'ait pas pu infléchir la politique gouvernementale, car quel est le dialogue entre la majorité, le gouvernement et l'opposition? Il n'existe pas. Alors nous, notre dialogue, eh bien, nous l'établissons avec le pays, avec la nation, avec le peuple. Et je crois que, dans ce sens, notre congrès aura été utile, car nous avons lancé toute une série de propositions dans le domaine de l'Europe, dans le domaine du pouvoir démocratique dans l'entreprise, dans le domaine, je me répète, de la défense de l'initiative privée, qui n'est pas incompatible avec le contrôle des grands moyens de production. Et je pense que nous amènerons
non seulement les classes moyennes, mais d'autres couches de la société vers nos conceptions qui sont, que Barreau m'en excuse, encore plus ouvertes, encore plus larges que les siennes. Justement, ces classes moyennes, on en a beaucoup parlé hier et avant-hier au cours de votre congrès. Est-ce que vous pensez que vous allez être l'interlocuteur privilégié des classes moyennes au sein de l'Union de la gauche? Oui, et je crois que le terme d'interlocuteur privilégié est bon. Nous refusons d'être simplement l'émanation des classes moyennes, car nous pensons que notre audience est beaucoup plus large. Il y avait du reste chez nous, dans ce congrès où il y avait beaucoup de jeunes, un élément féminin important, des gens qui venaient de tous les cadres de la société, les cadres, puisque je viens d'employer ce mot, des ouvriers, des agriculteurs, bref, pas uniquement ce qu'il est convenu d'appeler les classes moyennes. Mais je crois que nous pouvons être leur porte-parole, et je pense que dans l'Union de la gauche et dans l'ensemble de la nation, c'est là que nous pourrons faire entendre leur voix. Joseph Folli, il y a quelque chose qui m'a frappé, aussi bien chez les radicaux de gauche qu'au Centre Démocratie Progrès, c'est que dans ces deux formations, on a beaucoup parlé du civisme et même quelquefois du manque de civisme des Français. Alors peut-être qu'il y a une question à poser à nos Je crois que vous vouliez dire un mot sur les classes moyennes. Je veux simplement dire à notre ami Robert Fabre que ce dialogue, nous aussi, nous entendons le poursuivre dans le pays. Et je crois que nous avons tous cette mission d'ailleurs, quelles que soient nos formations politiques, c'est d'écouter ce pays et d'essayer de dialoguer avec lui. Mais je crois quand même que nous allons avoir, par exemple, la mise en place des assemblées régionales. Je souhaite, personnellement, je le dis, qu'il y ait là des majorités de travail, si on peut appeler ça ainsi, qui nous permettent, lorsqu'il s'agit des problèmes concrets, de nous retrouver et de réfléchir ensemble. Alors, je crois que là aussi, il ne faut pas commencer à se faire des procès d'intention, surtout à une heure où la France risque de se trouver en face d'épreuves. Et je crois que, à cet égard, le CDP fera tout pour essayer vraiment d'affirmer cette tolérance et de faire l'ouverture à la fois politique et sociale. Alors le civisme dont parlait François. Le civisme, la citoyenneté, comme disait notre ami Joseph Fontanet, c'est faire que nos Français ne s'enferment pas non plus dans leurs soucis catégoriels, à une heure où le pays est quand même à la veille de difficultés, peut-être, nous ne savons pas, mais peut-être de difficultés. Eh bien, je pense que la citoyenneté, c'est appartenir à une communauté d'ensemble, et pas seulement à telle catégorie. Bien sûr, on a des intérêts quotidiens et tout, et vous parliez tout à l'heure de classe sociale en disant notre ami Fabre, est-ce que les classes moyennes, etc. D'accord, il ne faut pas oublier, et nous avons au CDP prévu des relais qui permettront la relation avec les milieux socio-professionnels, mais il ne faut pas que nous nous enfermions dans des corporatismes, car l'heure est venue de retrouver un peu ce sens de la communauté, du bien commun, et il faut que les Français se sentent solidaires. Vous voyez le civisme de cette façon? Mais sur ce point, moi, nous sommes entièrement d'accord, mais que j'exprime un regret tout au moins. C'est que vous ayez attendu 15 ans, la majorité en place, pour vous apercevoir que les Français s'étaient enfoncés dans un égoïsme que nous avons nous-mêmes hier dénoncé, et qu'il faille, à l'heure actuelle, retourner au civisme. Et parmi les propositions que nous avons faites, et je souhaiterais à ce moment-là que vous les acceptiez, c'est de revenir à une instruction civique qui parte déjà au niveau de l'école. Dans l'école publique, on doit former des citoyens. Et nous avons proposé aussi qu'une formation économique, financière, administrative soit donnée à tous les jeunes, de manière à ce qu'ils puissent devenir des citoyens à part entière, et ce dès l'âge de 18 ans. Car ainsi, ces jeunes pour lesquels nous proposons qu'ils aient le droit de vote à 18 ans pourraient intervenir et manifester leur sens civique en toute connaissance de cause. Et puis je crois aussi qu'au sein des entreprises, et c'est une de nos propositions également, cette formation préparerait toutes les classes et tous ceux qui interviennent dans les entreprises, qu'ils soient ouvriers ou cadres, aussi bien que les actionnaires et les patrons, à mieux connaître leur sens des obligations et des responsabilités réciproques et à pouvoir mieux être informés de la marche de l'entreprise, ce qui leur permettrait aussi d'accéder à des postes de responsabilité. Monsieur Barrot, une dernière question sur le plan strictement politique. Monsieur Bernard Stasi, le ministre des départements d'outre-mer, qui est l'un des vôtres, a souhaité de nouveau une ouverture et a souhaité que cette ouverture s'adresse à ceux qui peuvent rajeunir la majorité. À qui faisait-il allusion? Mais Monsieur Poli, l'ouverture, ça n'est jamais acquis. C'est toujours une attitude. Eh bien, rajeunir. Nous avons insisté beaucoup pendant ces journées sur les forces vives. Eh bien, puisque vous voulez que je parle de l'ouverture, je dirais à mon ami Fabre qu'il a, au cours de ces journées d'études, insisté justement sur ces problèmes d'ouverture et il a dit sur le civisme. Bon, je pense que notre rôle, et nous l'avons rappelé, c'est de dire qu'il faut que le gouvernement informe largement les Français, et je souhaiterais que dans l'opposition, on puisse aussi parler ce langage en disant aux Français d'écouter et d'essayer de comprendre. En 30 secondes, Monsieur Fabre.
Eh bien, les Français nous sommes adressés hier à eux. Nous avons repris ce terme du civisme. Nous souhaitons, et c'était sur la banderole qu'il y avait derrière notre estrade, que les Français puissent devenir des citoyens libres et responsables. Je crois que c'est une belle tâche à accomplir. Nous ne serons jamais assez nombreux. Et si vous voulez un jour que vos amis puissent nous rejoindre, eh bien, nous serons heureux parce que ça, M. Fabre, je pourrais vous faire le même appel. Je pourrais vous faire une invitation mutuelle. Nous en reparlerons plus tard. Merci, messieurs. La bourse n'est guère brillante en ce début de semaine. Les cours sont en baisse à l'ouverture, en pourcentage environ 2,5%. Les investisseurs institutionnels sont réticents pour soutenir les cours qui aujourd'hui sont attaqués par les ventes de la petite clientèle. Les motifs, mon Dieu, ils sont connus, ils ne sont pas neufs, pénurie pétrolière, récession économique, tout au moins ralentissement. La crainte, justement, les boursiers craignent que ce ralentissement au niveau européen ait une conséquence sur la balance commerciale de la France en 1974. En tout cas, les ventes sont assez nombreuses sur les valeurs à vocation exportatrice. La compagnie financière de Paris et des Pays-Bas, qui perd un franc aujourd'hui, va être cotée à New York dans le courant du mois de décembre. Le dollar, au passage, vous voyez, s'effrite légèrement, 4,69,5. Mais la baisse qui a influencé fortement le marché, c'est celle de Michelin, que vous voyez à 1210 contre 1311, c'est-à-dire 100 francs de baisse. Il est certain que ce leader de la cote, la tenue de ce leader de la cote, a été néfaste par la suite. Rhône Poulain, qui a perdu 90 centimes également. Parmi les valeurs de croissance, Jacques Borel en baisse au-dessous de 900 francs. Et ce qui Rossignol n'est pas encore coté, mais vous voyez, c'est de la baisse. Quelques exemples, autres exemples de baisse, la chimie routière au bâtiment 3,40 francs, le bâtiment en général est très maussade en raison des grèves dans les cimenteries, au pétrole ça n'est pas mieux, Aquitaine 30 francs de baisse, Esso 3,80 francs. La Générale des Eaux également en fort repli, on parle de réajustement des contrats de livraison des eaux. LMT 20 francs, le matériel téléphonique pas mieux loti non plus puisque CIT Alcatel baisse, vous voyez d'ailleurs le cours, 1506 contre 1565 hier. Au magasin Radar, 6 francs de baisse. La Redoute, vous l'avez vu, LMT également. Les valeurs allemandes sont relativement résistantes, mais sans plus. Valeurs étrangères, oui, vous voyez, Siemens en baisse de 3 francs, Acasedo 3 francs 30, Petrofina, autre valeur pétrolière assez en vedette ces derniers temps, perd 16 francs. Quant à l'Union minière, c'est une valeur assez spéculative, elle perd 4 francs. Ah, le tableau nous cache les cours. Voilà, avec un peu de chance, c'est bien non. Quant au marché de... Ah, il y a un petit quiproquo. Oui, je voulais simplement vous montrer ce tableau pour les cours des mines d'or qui sont bien orientés. Le métal se tient à Paris, nous verrons les cours tout à l'heure. Quelques hausses quand même pour ne pas rester sur une note pessimiste, mais ce sont vraiment les 5 ou 6 hausses que l'on peut relever sur le marché aujourd'hui. Creusot-Loire 2 francs, les autres sidérurgiques sont en baisse. Eurafrance 7 francs, le Sur 5 francs. Les SICAV, mon Dieu, les SICAV suivent l'évolution de la bourse depuis une quinzaine de jours. Vous voyez que les plus fortes baisses en pourcentage sont évidemment le fait de SICAV qui détiennent la majorité des actions en portefeuille. Quant au marché de l'or, le kilo est en baisse à 15 345 contre 15 390. Le Napoléon, par contre, gagne 1 franc. Et le Giscard s'effrite légèrement, 283 francs 20 contre 284 francs 50. Ici, la Bourse de Paris, à vous les studios. Dernier bulletin de la matinée, le bilan des accidents de la route du week-end, un bilan encore provisoire d'ailleurs, 81 morts et 533 blessés. C'est un bilan assez lourd, la neige et le verglas y sont certainement pour quelque chose. Prochain rendez-vous à 19h45, bon après-midi à tous.